Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, ou plutôt parler ridicule. Aujourd'hui avec le Tour de l'Algarve, on va faire le débrief. Enfin le débrief de cette étape numéro 1, ça va être difficile de parler d'un débrief, mais on va revenir sur l'incident qui a provoqué l'annulation de cette étape. Nouvel incident dans cette saison. On est que le 19 février et pourtant ça doit être au moins la 50e fois que je dis le mot sécurité dans des vidéos, ce qui montre bien qu'il y a quand même un problème. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé et puis je vous donnerai mon avis tout simplement sur cette situation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé en fait dans toute cette affaire, tout simplement. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser sur les réseaux sociaux. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, et vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès qu'une vidéo sort, et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant. Bon. On va revenir encore sur un problème de sécurité d'organisation. Ah, ça me met tellement en joie. C'est vrai que j'aurais dû compter le nombre de fois où il y a eu des problèmes d'organisation depuis le début de saison. Hein. Je pense que j'ai vu plus de courses avec des problèmes d'organisation que des courses bien organisées. Que le Down Under me paraît déjà si lointain. Et oui, c'est presque l'une des rares courses bien organisées que j'ai vues, le Down Under. Pour vous dire qu'il y a quand même un grand souci si on est obligé de se barrer en Australie pour avoir une course bien organisée, alors que l'Australie, c'était pas vraiment le terreau du cyclisme. Bon, ce qui s'est passé sur ce Tour de l'Algarve, on était dans le final. On était dans les derniers kilomètres de la course, et on était même dans le dernier kilomètre, il y avait un premier rond-point qui s'est très bien passé. On arrive à un deuxième rond-point. Alors déjà, deuxième rond-point, le peloton est à 70 km/h à ce moment-là. Et le signaleur, je ne sais pas ce qu'il fait, déjà. Je sais pas, le signe n'est pas clair. Tu ne sais pas trop ce qu'il fait, le signaleur. Et pour moi, il indique plutôt de partir sur la droite plutôt que sur la gauche, le signaleur. La moto part donc sur la droite. Le peloton a suivi, sauf quelques coureurs. Sauf qu'il fallait aller à gauche et pas à droite. Et on se retrouve donc à avoir 90% du peloton qui part du mauvais côté, qui commence à faire un sprint avec le public qui n'est pas protégé par des balustrades. Ça aussi, il faudrait y revenir. Hein. Des coureurs qui ont fait ça, on en reparlera. De toute façon, il y a des choses à dire à la fois du côté des coureurs, à la fois du côté de l'organisation, à la fois du côté de tout le monde. Là, hein. C'est du ridicule collectif, j'ai envie de dire. Et des propos de certains, on est dans un ridicule collectif ce soir. Et donc à la fin, Ghana s'impose, mais en fait ne s'impose pas vraiment. Et de l'autre côté, Jordi Meeus s'impose, mais ne s'impose pas vraiment. On va revenir sur tout ça. Donc en fait, la bonne route, elle était sur la gauche. Sauf que si je vous décris un petit peu la zone. Donc on a eu 3 ronds-points en gros dans les 3 derniers kilomètres. Premier rond-point, c'est une sorte de rond-point cacahuète. Un rond-point, vous savez, très large, très grand, ça se passe plutôt bien avec une fontaine au milieu. On continue un petit peu la route et là on se retrouve à 1,2 km avec un premier rond-point. Premier rond-point où il fallait déjà passer seulement par la droite à ce moment-là. En plus je vais confondre ma droite et ma gauche, vous allez voir ça va être très drôle. Donc là, ce premier rond-point là, ça se passe bien. Deuxième rond-point qui suit, il y a à peu près 200 mètres, 200, 300 mètres entre les deux ronds-points. Là il fallait en fait déjà passer par la gauche, c'est ce qui était prévu par l'itinéraire horaire. Là aussi, vous allez voir, on va parler du roadbook parce que le roadbook a été mal fait. Donc, il fallait déjà aller par la gauche et ensuite continuer sur la ligne droite d'arrivée. Les coureurs ont pris sur la droite, la route n'était pas bloquée sur la droite et ils ont commencé leur sprint. Et on a eu un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident de ce côté-là et de l'autre côté, il y a eu Ghana. On va commencer par qui ? On va taper sur qui en premier ? Je ne sais pas. Je commence par les coureurs. Allez. Pas toujours les organisateurs en premier. On va commencer par taper sur les coureurs. Les coureurs s'en aperçoivent qu'ils sont du mauvais côté des barrières quand même au bout de 200 ou 300 mètres. Parce que là, on était à 800 mètres de l'arrivée. Pourquoi Jordi Meeus a sprinté ? Parce que l'erreur, on s'en est aperçu au bout de 400-500 mètres.
pour la plupart des coureurs. Pourtant, il y en a certains qui ont sprinté, alors qui savent qu'ils ne sont pas sur la bonne route, qui savent qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée au fond. Faudrait peut-être connecter son cerveau de temps en temps quand même. Donc déjà, on a des coureurs qui ont mis en danger le public. Pour moi, ceux qui ont sprinté, je pense qu'on peut les cibler par hélicoptère, on peut au moins en cibler une majorité par hélicoptère. Pour moi, sanction. Pour moi, carton jaune. Parce qu'ils sont du mauvais côté de la route et qu'à partir du moment où ils s'aperçoivent de leur erreur, ils doivent s'arrêter. Ils ne doivent pas sprinter. Donc déjà, moi, le groupe de devant qui a sprinté, pour moi, carton jaune et pour moi, amende parce que le public a été mis en danger par leur attitude à ces coureurs-là et je trouve que c'est très dangereux. Il y a une erreur de parcours, ok, d'accord. Tu sais que de toute manière, le temps sera recrédité. Jordi Meeus qui sprint ou qui sprint pas, ça ne change pas grand-chose, on va dire, au niveau de son classement et au niveau de son nombre de victoires. Ça va rien changer. Par contre, pour la sécurité des gens dans le public, si. Et là, il a mis en danger les gens dans le public, donc j'espère qu'il y aura des amendes. J'y crois pas des masses, mais bon, j'espère qu'il y aura des amendes du côté des coureurs, du côté de ce gros paquet de devant qui a quand même sprinté alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas sur la bonne route. Donc déjà, pour moi, de ce côté de ce groupe-là, je cible notamment Jordi Meeus, mais il y en a eu d'autres, hein. Vous inquiétez pas. Pour moi, ces coureurs-là, il faut déjà leur mettre un carton jaune parce qu'il faut leur rappeler que la sécurité des spectateurs, c'est les organisateurs, mais les coureurs ne doivent pas foncer non plus sur les spectateurs. Ensuite, on va parler des interviews d'après-course. Il y a plein de choses m'ont énervé aujourd'hui. Hein. Là, c'est une ribambelle de choses. Donc déjà, les coureurs qui ont sprinté alors qu'ils savent qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de parcours, ok d'accord, t'arrêtes ton sprint, t'arrêtes ta course, tu freines. Voilà, tu freines, tu te mets en sécurité. Parce que là, imaginons qu'il y a une chute à ce moment-là. Et qu'il y a un vélo qui parte sur le côté. Et ben il touche des spectateurs, le vélo. Imaginons il y a une chute au bout de 500 mètres, ils sont lancés à 70 km/h, chute. Parce que Jordi Meeus essaye de forcer le passage. Imaginons, par exemple. Le vélo part dans le public. Si c'est un enfant, même si c'est une personne âgée ou si c'est n'importe qui, un vélo qui est lancé comme ça dans le public, ou un coureur qui glisse dans le public, c'est une catastrophe. Ça a été un miracle qu'il n'y ait pas un blessé aujourd'hui. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait de blessés, mais il faudra quand même vérifier. C'est un miracle qu'on n'ait eu ni blessé du côté des coureurs, ni blessé du côté des spectateurs. Le mot miracle n'est pas un compliment dans ma bouche. Ça veut dire que je veux pas que ça se reproduise, ça. Parce que j'ai pas envie d'aller brûler des cierges dès que je vois une course de cyclisme. Et de mettre un mausolée à côté de mon ordinateur. Voilà. Donc ça serait bien un moment de réfléchir un petit peu. Donc les coureurs, déjà j'espère que ces coureurs-là seront sanctionnés. Ensuite on va revenir aux interviews d'après-course. Je commence par l'interview de Ganna. Ganna gagne. Ok, d'accord. Bon, il dit les gens se sont trompés de route, point barre, voilà, j'ai gagné, en fait c'est parce que les autres se sont gourés de route. Ça aurait peut-être été pas mal de faire un petit mot sur la sécurité, à part s'il se sent pas concerné, Ganna, sur la sécurité, mais après il faudra pas qu'il ouvre sa gueule. Je pense que ça aurait été le bon moment de parler de sécurité dans son interview. Voilà, ça aurait été le bon moment. Là, il y avait un terreau fertile là, pour faire cette déclaration-là. Donc j'aurais aimé un mot sur la sécurité, ce qu'il n'a pas fait. Bon, ça ne l'intéresse pas, c'est pas une priorité pour lui. Après, il ne faudra pas qu'il découvre que c'est une priorité pour lui à 35 ans, quoi. Filippo Ganna. Mais oui, j'aurais aimé un petit mot à ce moment-là, parce que je pense que c'était le bon moment. Moi, j'ai adoré l'interview d'Arnaud Delis. C'est de l'ironie, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Arnaud Delis, je vais vous en tirer un petit peu les grandes idées, pour faire vite, après l'arrivée à Eurosport. C'est bien quand les mecs se tirent dans les pattes en plus, hein. C'est vrai que ça fait vraiment avancer les dossiers sur la sécurité. Les coureurs sont les premières victimes des dangers, notamment de la part des organisateurs. Ça serait bien d'avoir des idées en commun et de ne pas se tirer dans les pattes. Arnaud Delis, je pense que ce qu'il a déclaré aujourd'hui, il va se le reprendre dans la gueule. Il y a un moment, il va se le reprendre dans la gueule. De la part des coureurs dans le peloton. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs dans le peloton qui vont pas apprécier ce qu'il a dit. Donc il a dit en gros, tout le monde sait que l'arrivée se fait à gauche. Alors moi déjà, par exemple, en tant que suiveur du cyclisme, je me rappelle pas de toutes les arrivées du peloton. J'ai une bonne mémoire, mais je me rappelle pas des arrivées de toutes les courses cyclistes. Donc déjà, cette première phrase, non.
Parce qu'il y a des gens, moi par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de mémoire et qui n'ont aucun sens de l'orientation. Hein. J'ai une de mes sœurs, par exemple, qui n'a aucun sens de l'orientation. Mais vraiment aucun. Donc déjà, tout le monde sait que l'arrivée se fait à gauche. Bah non, tout le monde ne sait pas que l'arrivée se fait à gauche. Je vous montrerai également le roadbook. Vous allez voir que même le roadbook est mal fichu. Ça fait des années que c'est comme ça. Ah bah oui, mais tout le monde ne regarde pas le Tour de l'Algarve, même parmi les coureurs cyclistes. Tout le monde ne fait pas chaque année les mêmes courses. Alors oui, lui, il a déjà fait le Tour de l'Algarve. Il y en a certains qui n'ont pas fait le Tour de l'Algarve dans le peloton. Et puis il y en a certains qui l'ont fait, mais qui ne s'en souviennent pas de cette arrivée-là. Donc déjà, cette première phrase-là, moi, je la trouve exceptionnelle. D'un manque d'intelligence, comme j'ai rarement vu, de la part d'Arnaud Delis. Et c'est quand même bête quand on est l'un des leaders du peloton, notamment aujourd'hui, parce que ça fait partie de l'un des leaders du peloton, de ne pas avoir un minimum de réflexion intelligente. Le premier coureur suit les motos, bah parce que on ne sait pas où est la déviation à ce moment-là. C'est pas indiqué clairement qu'à gauche c'est la route de course et qu'à droite c'est la déviation pour les voitures. C'est pas marqué distinctement. Donc lui il se dit bah c'est encore la course. On est en plus à 800 mètres. Faut savoir que des fois les déviations pour les voitures, les zones de dégagement pour les voitures, c'est à 300 mètres de l'arrivée. C'est rarement aussi loin de l'arrivée. Donc là il sait pas que c'est la route de déviation pour les voitures. Ce qui en plus était quand même assez dangereux, hein, parce que tu passes derrière le public, c'est pas l'idée du siècle non plus, hein, que c'est la zone de dégagement. Donc quand il dit cette phrase, le premier coureur suit les motos, il a jamais dû regarder une course de vélo car on sait que les motos ne passent pas la ligne d'arrivée, mais comment il peut savoir, lui, à 800 mètres de l'arrivée, que c'est l'itinéraire de dégagement? Bon, à quel moment il peut le savoir que c'est l'itinéraire de dégagement? Il peut pas le savoir. Donc il suit la moto parce qu'il croit que c'est la route de course, encore. Et que la zone de dégagement, elle va être plus loin. Ça serait bien que les mecs se tirent pas dans les pattes, quoi, au bout d'un moment. Donc Arnaud Delis, je pense qu'il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Et je le dis gentiment. Très gentiment, voilà. Et je pense que ça va se retourner contre lui, ça. Je pense que dans le peloton, il y en a beaucoup qui vont pas apprécier cette phrase. C'est-à-dire que voilà. Surtout que s'il avait été si intelligent que ça, Arnaud Delis, pourquoi il est du mauvais côté de la route? Ah bah, parce que si c'est un génie du cyclisme, Arnaud Delis, au bout d'un moment, si c'est un génie du cyclisme, s'il connaît tous les parcours de course du monde, parce que ça a l'air d'être ça, c'est le GPS du peloton, Arnaud Delis, ça va être son nouveau surnom, le GPS du peloton. Alors dans ce cas-là, Arnaud Delis, pourquoi il se prend du mauvais côté? Parce que normalement, il aurait dû partir du bon côté, Arnaud Delis. Pourquoi il part pas du bon côté, Arnaud Delis? Donc, encore un qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. On va revenir maintenant sur les organisateurs. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous avais déjà parlé du roadbook du Tour de la Provence, où le Dodane n'était pas indiqué sur le roadbook du Tour de la Provence, mais je ne vous avais pas montré le roadbook. Là, je vais vous montrer le roadbook. On va voir véritablement si vous comprenez la même chose que moi, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Je comprends peut-être très mal des choses. Mais vous allez voir la chose que je comprends moi. Hop, donc là vous voyez l'étape est annulée, hein, je vous montre Pro Cycling Stats, l'étape est annulée parce que c'était impossible de reclasser les coureurs correctement, c'était impossible de le faire. Donc étape annulée. On va regarder l'arrivée, hop, ça va bien entendu pas vouloir s'afficher, voilà, ça s'affiche. Donc ça c'est le roadbook officiel de la course, c'est le roadbook. Voilà, là on est sur le plan de la course, c'est le roadbook officiel de la course. Voilà. C'est un site qui répertorie tous les roadbooks. Vous avez 85-90% des roadbooks de toutes les courses de l'année. Et vous allez voir, si vous regardez ce site-là, que les 90% des roadbooks sont mal fichus, hein, sur les zones d'arrivée où vous ne comprenez rien. Donc, là, roadbook de la zone d'arrivée. Alors là, j'ai zoomé pour vous montrer vraiment la zone d'arrivée. Donc, on va repartir, peut-être, on va remonter. Hop. Non, j'ai pas fait la bonne manip, bien entendu. Mais on va revenir, voilà, sur le roadbook. Donc là, on a 2 km. On va même peut-être dézoomer. Voilà, donc vous voyez les 3 derniers, seulement les 3 derniers kilomètres. Hein, ça serait con de mettre les 10 derniers kilomètres en détaillé. C'est vrai que c'est tellement dur de faire un graphique. Hein, ça doit coûter des millions d'euros de faire un graphique. Quand tu sais que le budget de l'étoile de Bessèges, c'est 1 million d'euros, je me dis que des fois, ça coûte peut-être un truc qui coûte peut-être 2000 euros, faudrait quand même pas le négliger, voilà, parce que ça coûte peut-être pas des millions d'euros d'avoir une carte qui, au lieu qu'elle représente les 3 derniers kilomètres, représente les 10 derniers kilomètres. Allez, c'est peut-être une feuille de plus à imprimer sur tous les roadbooks. Je suis pas sûr que ça coûte 10 millions d'euros non plus, hein, une feuille en plus à imprimer sur un roadbook.
Mais bon, donc là on a les 3 derniers kilomètres et je vais vous montrer la zone. Donc la zone elle est ici. Donc sur le roadbook, sur l'itinéraire horaire, que personne ne lit, hein, l'itinéraire horaire. Hein. Faut savoir que moi je le lis pas normalement, hein, l'itinéraire horaire, à part pour savoir l'horaire d'arrivée sur le Tour de France parce que c'est une information que je vous indique. Mais moi j'en ai absolument rien à foutre. Hein. Je regarde jamais l'itinéraire horaire. Bon, alors l'itinéraire horaire, donc à 800 mètres, voilà ce qui est indiqué. C'est marqué donc un rond-point. Alors il faut savoir que moi déjà je parle pas espagnol ni portugais. Hein. Donc déjà c'est marqué que en espagnol ou en portugais. Donc déjà c'est compliqué. Hein. C'est pas marqué en anglais. Là aussi ça serait peut-être bien d'avoir des trucs au moins écrits en anglais. T'as écrit en 2 langues, la langue du pays, la langue de l'anglais, bon, tu vois, c'est pas mal, parce que tout le peloton parle pas espagnol, et dans toutes les équipes de directeurs sportifs, on parle pas forcément espagnol. Donc, rotunda, donc ça je sais avec l'expérience que ça veut dire rond-point, rotunda. Meta, alors rotunda em frente. Il semblerait que em frente, ça veut dire prendre par la gauche. Mais là, on nous dit que le rond-point qu'il faut prendre par la gauche. Sauf que le rond-point par la gauche, excuse-moi le signaleur, les gestes n'étaient pas clairs en plus, hein, mais bon. Donc, rotunda en frente, donc prendre le rond-point par la gauche. Sauf qu'ensuite, on nous dit absolument pas que tu pourras parvenir en passant par la droite. On nous dit absolument pas qu'ensuite l'avenue est coupée en 2. Ça, c'est absolument pas indiqué. Là, j'ai pas l'indication comme quoi l'avenue va être coupée en 2 derrière. Donc si je ne connais pas le coin, si je ne me souviens pas de l'arrivée, contrairement à GPS Arnaud Delis, je ne peux pas le savoir. Et vu comment le signaleur fait des gestes un peu dans tous les sens, on ne comprend rien à ce qu'il fait, c'est sûr que ça pouvait pas être bien. Ensuite, on va regarder le plan. Ça peut être mal indiqué sur l'itinéraire horaire, mais bon, de toute manière, on ne regarde pas toujours l'itinéraire horaire. Ça peut être, faut savoir que l'itinéraire horaire, qui est plutôt détaillé, hein, il faut quand même le dire, par rapport à d'autres courses, sauf que il manque un rond-point quand même dans cet itinéraire horaire. Parce qu'il y avait un rond-point dans les 5 derniers kilomètres, il y avait un 3e rond-point, il n'est pas indiqué là. Alors soit pour eux c'était pas un rond-point, mais il y avait un rond-point pour moi. Hein. Bon, on va regarder donc le final, la carte. Normalement la carte elle doit être détaillée. À quel moment, alors je vais zoomer, hein. À quel moment je peux savoir que ça et ça, c'est 2 routes différentes, en sachant que c'est vraiment pas clair. À quel moment je sais que là, grosso modo, la route va se diviser en 2. Il n'y a absolument pas d'indication là, un gros attention, un gros truc, qui me prévient que là, il y a un danger important, et je considère que là, il y a un danger important. Là, on voit bien que le rond-point, il faut le prendre par la gauche. Là, c'est bien indiqué qu'il faut le prendre par la gauche, hein, comme ça. Par contre, c'est absolument pas indiqué derrière que même si tu passes par la droite, t'es foutu. C'est pas indiqué, interdit de prendre par la droite. Il n'y a pas un gros panneau. Attention, quand il y a ce genre de situation sur le Tour de France, faut savoir que c'est vraiment marqué en gros. Il y a un gros panneau attention, rond-point, que passage d'un côté, c'est marqué en gros quand il y a une situation dangereuse. Tu vas pas me faire croire que là, un sigle attention, ça demandait 40 personnes pour réussir à faire ça et que ça coûtait 3 millions d'euros. Hein. Voilà. Donc on aurait peut-être pu mettre un panneau là, attention, de manière importante. Attention, peut-être même mettre la zone en détaillé par un petit carré, en bas par exemple, à droite à gauche, on aurait pu avoir un petit carré, un peu plus en détail de la zone, pour bien dire, n'allez pas tout droit, prenez bien tout le virage. Prenez bien tout le virage par la gauche et n'allez surtout pas tout droit, c'est la zone de déviation des voitures. Donc c'est pas clair là, c'est pas clair et quand c'est pas clair, bah c'est pas bien. Donc là, c'est mal fait. Bon, c'est pas pire que les roadbooks du Tour de la Provence où c'était une catastrophe. Et puis, je vais vous montrer, comme je dis tout le temps, une autre information, pour finir dans cette zone-là d'arrivée. Une autre information, quand je dis chaque année les courses sont de moins en moins bien organisées, hein, c'est un peu une ritournelle que je répète, on me dit non, tu peux pas dire ça, notamment on me l'a reproché sur l'étoile de Bessèges. Si, les courses sont de moins en moins bien organisées, c'est un fait, c'est de moins en moins bien organisé depuis 2020. Il y a eu un truc au moment de la Covid où les courses, les mecs ont décidé de mal organiser les courses, je sais pas, les neurones des organisateurs de courses ont été tués par la Covid, je ne sais pas, il y a eu un truc à ce moment-là.
Voilà, il y a un an. Voilà, il y a un an, il y avait une barrière complète. Donc ça veut dire que la zone de dégagement devait être plus loin. La route était bloquée. Selon Steph le Belge, qui est souvent dans les questions des rois de la pédale. Pourquoi elle n'était pas fermée une deuxième année? Pourquoi il n'y avait pas une grande barrière comme ça? Si on a réussi à le faire en 2024, pourquoi on ne pouvait pas le faire en 2025? Parce que c'est de moins en moins bien organisé. Voilà un petit point de la situation. Donc les organisateurs, bah oui, il y a eu des gros manquements. Déjà le signaleur, qui fait du grand n'importe quoi. Moi, très clairement, j'ai revu l'arrivée, le signaleur, je ne sais pas quel signe il fait. Voilà. Si quelqu'un arrive à me détailler le signe par la gauche, ensuite, comme c'est une zone dangereuse, on aurait peut-être pu mettre un panneau géant. Il y avait de la place en plus pour mettre un panneau géant. Et puis on aurait pu barriérer. Je suis désolé, mais il fallait beaucoup plus barriérer. Là, ça manquait cruellement de barrières. Pour protéger le public, voilà, on met des barrières. Là aussi, je pense que ça coûtait pas 10 millions d'euros en barrières. Des fois, on fait des économies de bout de chandelle. Là, excusez-moi, mais le fait de retirer des barrières, c'est des économies de bout de chandelle. Et je pense pas que ça coûtait des millions d'euros non plus aux organisateurs. Voilà. Donc, il y a un moment, ça serait bien de réfléchir 10 secondes. Bon, comment régler le problème? Parce que là, maintenant, il va falloir régler le problème. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une grande réunion entre l'UCI, les coureurs, mais pas seulement les syndicats de coureurs, hein, qu'il y ait une grosse table ronde entre les coureurs, et pas seulement les syndicats, pas seulement Adam Hansen. Sympa Adam Hansen, mais ça représente pas les idées majoritaires, je pense, du peloton. Donc soit d'avoir une sorte de boîte à idées sur les organisations de course, mais il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas rester dans cette situation-là où tous les 2 jours, il y a une catastrophe qui est évitée de peu. Depuis le début de saison, on n'a que des merdes sur les organisations de course. On n'a que des merdes. Alou-la-Tour, Étoile de Bessèges, Tour de la Provence, là encore, Tour de la Communauté de Valence avec les motos. On a des merdes quasiment toutes les courses. Il y a eu le Down Under où il n'y a pas eu de merde. Il y a eu le Down Under où il n'y a pas eu de merde. Majoritaire. Alors, Oman, j'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Mais il y a eu Down Under. Je crois que c'est la seule course que j'ai vue depuis le début de saison. Et Classica d'Almeria, Classica Raen, où j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des problèmes de sécurité. Parce que notamment sur la chute, il y a des petites bips sur la chute de Bernal. Mais ouais, en gros, il y a 3-4 courses que j'ai vues où il n'y a pas eu de problème. Grand Prix la Marseillaise, si, il y a quand même un souci pour moi, c'est de prendre la route des crêtes dans ce sens-là, parce que quand il y a trop de pentes en descente, forcément il y a des chutes parce que tu peux pas freiner correctement, et pour moi il faudrait aussi interdire quand les descentes ont trop de pourcentage, parce qu'on sait bien que dépasser un certain pourcentage, au bout d'un moment c'est compliqué pour les freins. Ou neutraliser dans ces zones-là, imposer une vitesse limite sinon dans ces zones-là, mais bon. Je trouve que la route des crêtes est plus intéressante dans un sens que dans l'autre sens. Je trouve que le sens qui est utilisé sur le Grand Prix de la Marseillaise n'est pas le sens le plus intéressant. Mais on peut dire, allez, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est les coureurs. Bon. Mais en gros, il y a 4-5 courses que j'ai vues où il n'y a pas eu de problème, quoi. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup depuis le début de saison. C'est pas normal. Donc il va falloir à un moment quand même se mettre autour de la table. Parce que là, tous les 2 jours, on passe pour des cons du côté du cyclisme. Et se dire à un moment, va peut-être falloir réfléchir calmement autour de la table et se dire, les organisateurs, il faut qu'ils fassent ça, les coureurs, il faut qu'ils fassent ça. Moi, je pense très clairement, il va falloir un code de bonne conduite de la part de l'UCI pour que les organisateurs aient des obligations. Les roadbooks qui sont faits à l'arrache, pour moi, c'est fini. Toutes les indications doivent être indiquées sur les roadbooks et on doit avoir minimum les 10 derniers kilomètres. Pour moi, les 10 derniers kilomètres, c'est le minimum qu'on doit avoir en carte. Avec une indication claire, précise des dangers et avoir la même signalétique d'une course à une autre. Parce qu'il faut savoir qu'entre la Vuelta, le Tour de France et le Giro, c'est pas la même signalétique des dangers sur les roadbooks. Donc ça serait bien aussi d'avoir les mêmes signalétiques et d'avoir les 10 derniers kilomètres obligatoirement pour une course professionnelle. C'est-à-dire sur le roadbook que tu reçois, tu as les 10 derniers kilomètres. Voilà. Et les 10 derniers kilomètres sur une page A4.
Pas sur un morceau de feuille, sur une page A4 complète. Voilà. Et ça, je pense que l'UCI va être obligé de mettre en place un guide de bonne pratique, une charte que vont devoir respecter les organisateurs. Et si les organisateurs ne respectent pas cette charte, alors amende, pénalité, peut-être même aussi imposer sur les courses mal organisées. Moi, je suis pour que quand il y a un gros problème sur une course, là par exemple ce qu'on a eu aujourd'hui, mais ce qu'on a eu sur l'étoile de Bessèges, ce qu'on a eu sur le Halo La Tour, que la course soit rétrogradée, que ça soit plus une course de 1, mais une course de 2, ou que ça soit plus une course World Tour, mais une course Pro Series, qu'on la dégrade, qu'on la descende, et que les courses très bien organisées, qu'on les fasse monter dans la hiérarchie, qu'il y ait un système comme ça de descente-montée dans les courses par rapport à la manière d'organiser. Et pour moi, il faut une charte de bonne conduite, notamment avec l'obligation d'avoir les 10 derniers kilomètres bien indiqués. Et aussi, pour moi, il faudrait faire comme ce qu'on a sur le Dakar, c'est-à-dire tous les soirs ou tous les matins, qu'on prenne 20 minutes, 30 minutes avant le départ, avoir un briefing sécurité. C'est-à-dire un briefing des gros dangers de la journée fait par l'organisateur. À partir de ce moment-là, les coureurs ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas. Mais avoir un grand briefing sécurité pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça ne doit pas prendre 3 plombes. Avec tous les coureurs, par exemple, juste après la signature, on fait ça, un grand briefing sécurité, où on dit il y a tel danger important à tel endroit. Il n'y a pas 150 000 dangers sur une étape. Mais il y a des points clés. Eh bien, on indique les points clés. Parce que, imaginons, là aujourd'hui, on attend que ce soit le directeur sportif qui fait ce travail-là. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il y a des directeurs sportifs, ils ne parlent pas espagnol. Le directeur sportif peut rater quelque chose. Et bien là, il pourra pas, ça ne sera pas raté, les coureurs auront des informations. Et auront tous les mêmes informations. Moi, j'espère qu'il y aura ça un jour. Voilà. Il y a d'autres idées qu'on pourra mettre sur la table, mais on parle beaucoup de matériel. Il faudrait parler aussi organisation de course. Je trouve qu'au niveau des organisations de course, il y a énormément de choses à faire et on le voit depuis le début d'année. Et pour moi, j'espère qu'il y aura aussi une sanction de la part du Tour de l'Algarve. Et j'espère que s'il y a un problème de nouveau important qui se reproduit sur cette épreuve, eh bien que les coureurs décideront de repartir. Voilà, comme ce qu'on a eu sur l'étoile de Bessèges. Ok, on autorise un problème important, c'est ce qu'on a fait sur l'étoile de Bessèges, on a autorisé une voiture sur la route. Par contre, à la deuxième, les coureurs se barrent. Voilà, j'espère que ça sera fait du côté des coureurs pour que les organisateurs se mettent un petit peu dans la tête au bout d'un moment que s'ils n'ont pas de coureurs, leur course, elle devient ridicule et peanut. Voilà. Certes, sans course, les coureurs ne sont rien, mais sans coureurs, les organisateurs non plus ne sont rien. Et ça serait bien que les organisateurs se le mettent quand même bien profondément dans la tête. J'espère que ce soir il y aura des réunions, qu'on aboutira quand même à des choses. Et oui, j'espère que du côté de l'UCI, le président à tiers-temps, David Lappartient, ou à quart-temps même, David Lappartient, décide qu'il y ait un vrai volet organisateur. Parce que sinon, il va y avoir un mort. Hein. Au rythme où ça va, on va avoir un mort. Donc, si on pouvait éviter cette situation-là, ça serait bien qu'on mette un guide des bonnes pratiques sur comment sécuriser des dangers, sur voilà, qui est une charte obligatoirement signée par tous les organisateurs qui veulent faire une course professionnelle. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, mettre des idées également. J'y répondrai peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas encore enregistré la vidéo de l'UAE Tour et du Tour d'Andalousie. Donc je vais peut-être pas être hyper opérationnel pour répondre à tout ça et puis demain matin non plus. Mais n'hésitez pas à débattre de tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!